Bonjour, je m'appelle Mariana Mirabel, je suis cardio-oncologue et je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle discipline transversale et émergente, la cardio-oncologie. Nombre de facteurs de risque cardiovasculaires sont aussi des facteurs de risque de cancer. Les facteurs de risque cardiovasculaires peuvent donner lieu à des maladies cardiovasculaires. Certains cancers vont donner lieu à un traitement systémique, comme par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie. Et ces traitements peuvent consister en des facteurs de risque cardiovasculaire à part entière. Et enfin, certains cancers, dont des modèles animaux expérimentaux, notamment des modèles murins, peuvent donner lieu à des maladies cardiovasculaires à elles seules, notamment de l'athérosclérose accélérée. Sur le plan épidémiologique, les survivants de cancer présentent un surrisque de mortalité cardiovasculaire, notamment chez les adultes traités à un âge jeune pour des hémopathies malignes ou des cancers solides. Notamment ceux ayant été traités entre l'âge de 15 et 19 ans présentent une surmortalité cardiovasculaire considérable puisque 7% d'entre eux seront décédés avant l'âge de 60 ans de causes cardiovasculaires. L'émergence de cette véritable problématique, car les progrès réalisés en oncologie avec l'augmentation de l'espérance de vie exposent ces patients à la survenue de complications cardiovasculaires, soit aiguës, soit à long terme. Et c'est pour cela que la Société européenne de cardiologie a émis en 2016 un consensus d'experts afin de standardiser les définitions de la cardiotoxicité. Selon ce consensus d'experts, elle se recentre sur l'insuffisance cardiaque et la dysfonction ventriculaire gauche. La cardiotoxicité est ainsi définie comme la présence d'une insuffisance cardiaque cliniquement patente ou l'insuffisance cardiaque dite infraclinique se définissant par une baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche en deçà de la valeur seuil de 50%, et ce, quelle que soit la modalité d'imagerie, notamment lorsqu'il y a une baisse de 10 points par rapport à la valeur préthérapeutique. Ensuite, ce consensus d'experts a également inclus la baisse de la fonction longitudinale ventriculaire gauche, qui est appréciée en échocardiographie par le strain global longitudinal, et la cardiotoxicité d'origine traitement oncologique se définit aussi par une baisse de strain global longitudinal de 15% par rapport à la valeur préthérapeutique. Donc toute la mission de la cardio-oncologie est une détection précoce pour une prise en charge thérapeutique précoce. Le biomarqueur le plus sensible est la troponine, qui est augmentée notamment pour ce qui est de la troponine I, beaucoup plus spécifique d'une atteinte myocardique que la troponine T, quel que soit le type d'agression aiguë, suivi dans un certain nombre de cas par une baisse du strain global longitudinal échocardiographique, puis ensuite, dans une autre proportion de cas plus faible donc, une baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche, mieux appréciée en IRM ou en échocardiographie tridimensionnelle, pour enfin se manifester dans une plus faible proportion de cas encore par de l'insuffisance cardiaque cliniquement patente. Et donc toute l'hypothèse de travail en cardio-oncologie est la mise en place de structures, de filières de détection et de prévention est une détection précoce pour un traitement précoce. Car on sait que si l'on introduit les traitements de l'insuffisance cardiaque, à savoir les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les bêta-bloqueurs, à un stade précoce, c'est-à-dire dans les 2-3 premiers mois de la fin du traitement à visée oncologique cardiotoxique, eh bien on a une chance de récupération. Alors que si la détection est plus tardive, au-delà de 6 mois, les chances de récupération sont très faibles, frisant quasiment le 0%. Au-delà de l'insuffisance cardiaque, en cardio-oncologie, on prend en charge des patients qui vont avoir une multitude de classes thérapeutiques. L'une d'entre elles sont les traitements anti-angiogéniques, anti-VEGF. Et c'est un véritable problème au quotidien, car ces traitements se compliquent d'élévation de la pression artérielle
chez tous les patients recevant ces traitements, avec une incidence de l'hypertension artérielle qui augmente lorsqu'on la recherche grâce à des automesures tensionnelles via l'éducation thérapeutique du patient. Ces hypertensions artérielles surviennent entre 30 et 60% des cas. C'est beaucoup plus élevé lorsqu'il s'agit de cancer du rein et nous avons des moyens un peu particuliers pour traiter ces patients car en première ligne, on préfère donner des traitements néphroprotecteurs type inhibiteur d'enzymes de conversion et de l'angiotensine 2 suivi de amlodipine et puis ensuite bêta-bloqueurs et antihypertenseurs centraux. La gravité de l'hypertension artérielle sous anti-angiogénique est faite par l'atteinte glomérulaire. Donc il faut systématiquement rechercher une protéinurie à la recherche d'une microangiopathie thrombotique. La radiothérapie médiastinale confère un surrisque à la fois de cardiopathie ischémique, valvulaire, d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée, de péricardite constrictive. Les atteintes aiguës sont beaucoup plus rares, d'autant plus que la radiothérapie a connu une véritable révolution au cours de ces 2 dernières décennies et que les doses délivrées au myocarde sont plus faibles qu'auparavant, que les doses sont toujours fractionnées à présent. Cependant, un consensus d'experts plus anciens de la Société européenne de cardiologie préconise la réalisation d'une échocardiographie avant toute radiothérapie médiastinale et un suivi rapproché, clinique annuel par le radiothérapeute au cours des 5 premières années. Et puis ensuite, en fonction du profil de risque cardiovasculaire, une réévaluation précoce à 5 ans chez les patients qui présentent des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont à haut risque cardiovasculaire. Puis ensuite, à 10 ans, chez ceux qui n'ont pas de facteurs de risque cardiovasculaire. La particularité de la cardiotoxicité en lien avec l'irradiation médiastinale et le mode de présentation pouvant être tardif. Donc c'est véritablement un suivi à long terme qu'il faut faire chez ces patients. Enfin, une classe émergente sont les immunothérapies, les immune checkpoints inhibitors, qui ont véritablement révolutionné la prise en charge et le pronostic de nombre de cancers solides et également de hémopathie maligne au cours de ces 8 dernières années. Les anti-PD1, Program Death 1, et les anti-PDL1, qui sont leur antigène, enfin les anti-CTLA4, ont révolutionné la prise en charge des mélanomes malins métastatiques, des cancers du rein métastatiques, de certains cancers bronchiques métastatiques, également de certaines maladies de Hodgkin réfractaires. Et ces thérapies, dont l'objectif est de désinhiber l'immunité naturelle anti-cancer, sont en passe de devenir des traitements adjuvants dans des maladies non étendues. Donc c'est une nouvelle classe thérapeutique émergente qui désinhibe l'immunité naturelle en essayant de la cibler le plus spécifiquement possible vers le cancer. Mais malheureusement, cette levée de l'inhibition naturelle des lymphocytes T n'est pas spécifique du cancer et ces traitements se soldent d'une toxicité de type auto-immune dans une proportion non négligeable des cas. Les atteintes auto-immunes les plus fréquentes sont les colites auto-immunes suivies des pneumopathies auto-immunes, ensuite des dérèglements endocriniens, hypophysaires. Les complications cardiovasculaires en lien avec les immune checkpoints inhibitors sont rares. Les myocardites sous ces traitements ne surviennent que chez 0,5 à 2% des patients. Mais la mortalité attribuable frôle 50%. Donc même rare, il faut en avoir la connaissance, car il faut une prise en charge spécifique. Les myocardites, les vascularites et les péricardites auto-immunes coexistent rarement et le pic d'incidence survient au cours du premier trimestre du traitement. Donc en général, entre le premier et le deuxième, ou le deuxième et le troisième cycle de traitement. Il faut en avoir la connaissance, car il faut pouvoir adresser le patient dans un centre expert de préférence, réaliser des examens cardiovasculaires, hospitaliser le patient en soins intensifs
et administrer des bolus de corticoïdes rapidement. C'est pour cela que des centres experts sont en train d'émerger, dont le nôtre, à l'hôpital européen Georges Pompidou, Assistance publique hôpitaux de Paris, Centre Université de Paris. Les perspectives en cardio-oncologie sont une médecine personnalisée, avec l'IRM cardiaque et des séquences de T1 et de T2 mapping comme des biomarqueurs diagnostiques, voire même pronostiques. La médecine personnalisée, car certains patients sont à risque de toxicité et présentent des toxicités cardiovasculaires sévères pour, par exemple, des doses d'anthracycline relativement faibles, alors que d'autres patients n'en présentent pas. Et peut-être que les cultures cellulaires permettront une médecine personnalisée. Enfin, les voies de la prédisposition génétique sont en cours d'étude, avec soit des études en gènes candidats, soit en génome entier, dit GWAS. Pour conclure, au centre, nous avons un patient et nous essayons de briser notre culture médicale d'organes, car un patient est entier et peut présenter des comorbidités, peut présenter des complications d'organes diverses variées en lien avec le traitement oncologique. Donc au centre, nous avons un patient qui va voir l'oncologue car il présente une maladie oncologique à traiter. Ce patient vient soit avec sa maladie cardiovasculaire sous-jacente, qu'il s'agisse d'une cardiopathie ischémique, d'une valvulopathie, d'une insuffisance cardiaque, avec son profil de risque cardiovasculaire s'il n'y a pas de maladie. L'oncologue lui proposera des traitements à visée oncologique, des molécules isolément ou en association, éventuellement une irradiation médiastinale. Et nous, cardiologues devenus cardio-oncologues, nous avons comme objectif de faciliter la mise en œuvre de ce traitement oncologique grâce à des biomarqueurs, notamment l'imagerie cardiovasculaire, l'échocardiographie, la troponine, le BNP, l'IRM cardiaque. En facilitant ce projet thérapeutique, nous avons bien sûr recours à d'autres cardiologues spécialisés, interventionnels, rythmologues, spécialistes d'insuffisance cardiaque, à des collaborateurs spécialistes d'autres organes, des hypertensiologues, néphrologues, endocrinologues. Notre objectif à tous étant de faciliter le traitement à visée oncologique afin d'augmenter l'espérance de vie de nos patients, prévenir les complications cardiovasculaires et améliorer leur qualité de vie. Et donc voici notre équipe, Assistance publique hôpitaux de Paris, Centre universitaire de Paris, qui est une équipe transversale, multidisciplinaire, avec une réunion hebdomadaire dédiée, dont l'objectif est de donner un avis le plus éclairé possible en fonction des données de la connaissance actuelle, afin de mieux traiter nos patients. Je vous remercie de votre attention.